gouvernement français des manifestations de Tunisiens en France. Et il est vrai qu'il nous est dit que rien qu'à Marseille, il y a 40 000 Tunisiens. S'ajoute à cela le phénomène absolument incroyable et inacceptable de la double nationalité, qui fait que tous les criminels dont on parle dans le monde sont franco quelque chose. Franco-péruviens, franco-italiens, franco-turcs, etc. Et que près de 800 000 Algériens ont eux un droit que nous n'avons pas, puisqu'ils peuvent élire à la fois le président de l'Algérie et aussi le président de la France. Mon entrée dans la vie d'homme, juste avant celle de la vie politique, je la fis en m'engageant en tant qu'officier parachutiste dans la Légion étrangère en Indochine. Rayonnait dans le monde entier, grâce à notre empire présent sur 5 continents, avec une superficie 20 fois supérieure à la France d'aujourd'hui. Grâce à cette situation, notre pays bénéficiait d'une place de premier rang dans le concert mondial des nations et pouvait diffuser sa culture à travers le globe. Et sous De Gaulle, malgré un empire abandonné et avec quelle ignominie en Algérie, la France a su maintenir une place de premier rang puisqu'il est resté tout de même l'essentiel, la fierté d'elle-même, une certaine image d'elle-même. Aujourd'hui, regardez ce que leur prononcement érigé en ligne de conduite a fait de la France. Elle a pleinement réintégré l'OTAN, dont la justification initiale était de faire face au bloc communiste qui a disparu depuis 20 ans. Notre pays est devenu le valet d'un empire américain, lui-même agonisant. Et l'alignement dans l'affaire tunisienne de M. Sarkozy sur la position de M. Obama en dit long sur les liens qui unissent notre politique à celle des États-Unis. Notre pays est devenu le valet d'un empire américain, lui-même agonisant économiquement et géopolitiquement. Nous prêtons main forte à l'occupation de l'Afghanistan, comme si le danger islamiste qui nous menace provenait des montagnes afghanes, alors que nous ne sommes pas capables de maintenir l'ordre dans nos banlieues, devenu un véritable cheval de Troie. Suivant une fois de plus les volontés américaines, alors que le référendum sur la Constitution européenne, qui a été rejeté, a tout de même été imposé après par M. Sarkozy. N'est-ce pas là une preuve de la tyrannie que d'aller contre l'expression la plus sacrée de la souveraineté nationale? L'ignominie en matière d'assujettissement au nouvel ordre mondial a été la guerre contre la Serbie, où nos armées et nos diplomaties ont prêté main forte à la scission de notre fidèle ami, aux côtés de qui nous avions souffert lors des 2 guerres mondiales, pour créer à partir d'une région incontestablement serbe, mais devenue albanaise et musulmane, après des années d'immigration, un pays indépendant, ravagé par le crime et la corruption, mais qui est devenu la base avancée de l'impérialisme américain. Le communisme soviétique, sous le poids de ses échecs, plus encore que celui de ses crimes, et la menace terrible qu'il faisait peser sur la liberté et la paix du monde, entraînant de ce fait l'effondrement électoral de sa filiale, le Parti communiste dit français. Le Parti communiste, à mon arrivée dans la vie politique, faisait plus de 25% des voix et disposait de 150 députés à l'Assemblée nationale. En 1986, il ne faisait plus que jeu égal avec le Front National. Aux dernières élections présidentielles, sa candidate n'a pas recueilli 2% des suffrages. Mais ça ne les empêche pas de parader aujourd'hui, place de la République, parce qu'ils utilisent l'émotion des autres pour essayer de se mettre au premier plan. Il y avait là Mme Buffet, M. Mélenchon et quelques autres qui, faute de masse françaises, sont obligés d'utiliser les masses étrangères pour se faire valoir. La place du communisme a été
relayée par le développement du mondialisme, nouvelle utopie totalitaire de notre temps, destructrice des nations et tremplin des grands intérêts anonymes et vagabonds. Après l'effondrement de l'URSS, c'est au tour des États-Unis, devenus seule grande hyperpuissance mondiale depuis 20 ans, de voir aujourd'hui son influence s'affaiblir. La carte géopolitique du monde est en voie de bouleversement. Les grands pays démographiquement puissants, comme la Chine, l'Inde ou le Brésil, imposent au monde une concurrence sans limite, puisque l'Europe a contraint ces nations subjuguées de supprimer leurs frontières. L'œil de ce cyclone est, comme il l'a été dans tous les derniers conflits, et le sera sans doute pour le prochain, le pétrole. À la France de l'après-guerre, qui faisait des enfants en nombre, a succédé une France avec un taux de natalité qui ne permet pas sa continuation. Au lieu de répondre à cette question essentielle, les dirigeants politiques ont préféré avoir recours à l'immigration de peuplement, avec une population à la natalité 2 fois plus dynamique. La transformation ethnique de la population de notre pays est visible dans nos banlieues, personne ne peut le nier, mais aussi jusque dans les plus petits villages de France. Les conséquences de ce raz-de-marée sont évidentes sur le niveau d'enseignement de nos enfants, sur le sens civique et sur l'unité de notre nation. Avec l'importance de l'immigration devenue invasion, avec bien plus de 10 millions d'immigrés en 35 ans, la France unie où s'exerçaient des solidarités naturelles de la famille, du village, du métier, a laissé place au culte de l'individualisme face auquel se replient les hommes en communauté, composés souvent de binationaux, dont l'influence exacte est inconnue, dont l'importance exacte est inconnue, mais luttant chacune pour obtenir des avantages particuliers et où se fait de plus en plus ténue la conscience d'appartenance à une seule et même nation, à devoir subir ou profiter d'un seul et même destin. Et au Front National, à l'instar de Paul Valéry, nous autres civilisations savons que nous sommes mortels. N'en déplaise au turiféraire de François Mitterrand, le nationalisme ce n'est pas la guerre, c'est la fierté de porter haut pour soi et pour sa descendance les valeurs de ses ancêtres qui ont sué et saigné pour nous les transmettre. On ne peut défendre les siens dans le magma d'une société individualiste et communautarisée qui entraîne nécessairement la guerre de tous contre tous. Si l'homme est bien un loup pour l'homme, seule la nation protège le faible du fort par des lois librement consenties, car émanant d'un corps social ressenti comme légitime. Il ne peut y avoir de politique sociale sans cadre national. Au-delà de la lâcheté des hommes politiques du système qui ont trahi leur mandat, leur mission, ne nous y trompons pas. Cet effondrement a été voulu et organisé soigneusement, et avec quel succès, malgré notre résistance à une globalisation uniformatrice et contraire à la nature humaine. Tout ceci a été voulu afin d'amplifier et de mondialiser les profits, certes, mais aussi sous le poids de la haine contre une nation unique qui a toujours progressé en réussissant l'exploit d'allier le progrès matériel à l'esthétique. Durant des siècles, notre grande nation a appliqué intuitivement, grâce au génie qui en ont émané, l'idéal platonicien du beau, du bien et du vrai. Mais comment encore, si magnifiquement constitués et solides, ces ennemis auraient pu s'y faire une place démesurée, si ce n'est en le brisant et en le décomposant. Ainsi, depuis la guerre de 39-45 et peut-être même depuis la fin de la Première Guerre mondiale, la France n'a cessé de décliner. Oui. Quelques belles rémissions, notamment en matière économique, ont pu lui donner l'illusion de la grandeur.